Bonjour, je suis Romain de France Autotech. Bonjour, je suis Didier de France Autotech. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Autotech où on a le plaisir de recevoir encore un membre de la communauté France Autotech, donc un start-upper qui bouscule les codes en la présence de Maxime Delepasse. Vous verrez que on va parler aujourd'hui fintech. En fait, fintech, autotech, ces deux mondes sont toujours assez liés puisque quand on parle d'achat de bagnole ou ici de carburant, bah, finalement le paiement fait partie de l'expérience client. Donc c'est un élément extrêmement important lorsque finalement on parle de bagnole. Et puis c'est également intéressant parce qu'on se rend compte que finalement votre expérience quand vous mettez du carburant dans votre voiture n'a pas changé ou n'a pas évolué depuis 50 ans et finalement on se demande, pourquoi est-ce que les pétroliers ont attendu aussi longtemps pour s'interroger sur cet aspect et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui effectivement les stations-service risquent en partie, de connaître beaucoup de difficultés, voire de fermer avec l'arrivée de l'électrique, de l'hydrogène, du GNV et cetera. Eh bien, nos amis, de Lepass, je crois, ont une partie de la solution. Didier, est-ce que tu peux nous dire effectivement quel est le métier, de Lepass? Oui, donc notre invité est Maxime Goupil, qui est le CEO et le fondateur de LePass. LePass est une start-up qui simplifie le quotidien des automobilistes dans l'achat de biens et services liés à la vie du véhicule en créant des parcours d'encaissement dématérialisés et sans contact. Alors, LePass va bientôt lancer son produit d'ici quelques semaines et donc on va voir quelques détails un petit peu avec Maxime dans quelques secondes. Bon, bah, super. Eh ben, écoute, bienvenue Maxime, welcome on board comme on dirait. Bonjour Romain, bonjour Didier, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui sur le podcast France Autotech. Je suis ravi de pouvoir vous présenter le pass et je suis ravi de pouvoir vous en dire plus très très vite. Bon, bah, écoute, c'est très bien. Alors, écoute, on commence toujours par la même question parce qu'en fait, qui est une question assez centrale qui, est la suivante, qui te demande effectivement, quel est le problème que tu résous? Parce que je rappelle à nos, auditeurs, que et nos téléspectateurs peut-être, nos spectateurs, je sais même pas comment est-ce qu'on dit, mais c'est pas grave. Donc, voilà, si vous ne résolvez pas de problème, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. C'est extrêmement simple. Donc voilà, quel est le problème que tu résous? Bah écoute, c'est assez simple. En fait, chaque automobiliste est confronté à un certain nombre d'actes d'achat courants et obligatoires qui sont liés à l'usage du véhicule. Donc, par exemple, on a le paiement de l'énergie, donc le carburant par exemple. On a le paiement des réparations, donc tout ce qui va être l'entretien. On a également les services type car wash et pour finir, l'assurance. Aujourd'hui, il n'existe aucun service qui permet de simplifier tous ces paiements récurrents tout en offrant du confort et de la simplicité aux automobilistes. En fait, l'automobiliste est confronté à un environnement qui a peu évolué depuis les 50 dernières années pour faciliter son quotidien et simplifier tous ses paiements récurrents. Du coup, dans l'histoire du paiement routier, on a eu quelques modalités de paiement, quelques créations, quelques inventions, notamment le télépéage, la lecture de plaques, et maintenant l'usage du smartphone qui permet de digitaliser les expériences de paiement routier, mais pas de façon uniforme. Du coup, le PASS se positionne comme l'acteur, la plateforme qui va agréger tous les services liés à la vie du véhicule en proposant justement des parcours d'achat sans contact qui sont sans friction et qui sont adaptés à l'automobiliste. Donc le PASS veut gérer tous les paiements réalisés depuis le véhicule et pour le véhicule. Et dans un premier temps, on a décidé de s'attaquer et de bouleverser les codes du paiement du carburant. Très bien, on va en parler tout à l'heure, mais Maxime, est-ce que tu peux nous raconter l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait créer le pass? Comment t'es venue l'idée? Écoute, le pass à l'origine, c'est l'histoire d'un pari, celui de traverser les États-Unis d'ouest en est en visitant le plus de parcs nationaux possible. Du coup, c'est un voyage que j'ai réalisé avec Gilles Capuani, donc mon cofondateur et associé, en 2015. Et on a réalisé 15 000 kilomètres en 23 jours. On a traversé les plus grands parcs, Yosemite, Zion Park, Arches, Grand Canyon, et j'en passe. Et arrivé à mi-parcours, je crois que c'était aux alentours de Denver, donc on commençait à avoir vu en long, en large et en travers les stations-service, et on s'était rendu compte que l'expérience client était pauvre et peu confortable, et qu'il fallait souvent passer en caisse une fois avant de se servir, puis une deuxième fois après le service pour récupérer son ticket.
Et ça, en 2015, c'était plus possible. En fait, on commençait à avoir l'habitude d'utiliser Uber pour tous nos déplacements. Et Uber, à l'époque, avait réussi à dématérialiser la course d'un taxi depuis l'onboarding du client jusqu'au paiement. Et ça pour nous, c'était vraiment de l'expérience client de sans contact à l'époque. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment inspiré pour créer le pass. Du coup, on a commencé à benchmarker différentes technos pour répondre à ce problème du paiement du carburant et d'une manière générale du paiement du milieu routier. Et donc, on a réfléchi à des technologies comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le cellulaire, le NFC. Et finalement, hop, le Eureka, la révélation, on a opté pour le badge télépéage, qui est vraiment une technologie de niche. Et on a décidé de l'adapter sur un acte d'achat commun à tous les automobilistes, à savoir la prise de carburant. Et du coup, on a créé le pass en 2017 pour réaliser sur ce premier usage, donc de paiement du carburant sur base de reconnaissance du badge télépéage. Et donc, on a réalisé un POC avec cette technologie, sur cet usage concret, en partenariat avec Bipengo, qui est une filiale du groupe Sanef. Donc, Sanef, c'est une concession autoroutière française. Et de l'autre côté, Eni, qui est un groupe énergétique italien. Et donc, on les a convaincus de travailler avec nous pour adapter donc la solution télépéage avec le monde de la station-service. Et dans ce POC, en fait, Eni nous ouvrait son réseau de stations-service et Bipengo nous donnait des clients pour aller tester notre solution. Du coup, la crise sanitaire de 2020 est arrivée. On a été confronté donc à des limitations de déplacement, des limitations sur le business en tant que tel, et donc sur notre business qui était très hardware et qui nécessitait des déplacements, de la location d'engins pour installer des antennes pour lire les télépéages, on a complètement pivoté à cause de cette crise ou grâce à cette crise, et donc on est devenu entièrement software. Et donc, on propose aujourd'hui une plateforme de paiement qui va être connectée aux stations-service et qui permet à des applications tierces de se connecter au commerce du réseau Le Pass. Et du coup, pour illustrer cet usage de connexion d'applications à cette plateforme, on a développé en 2020 une application de paiement du carburant qu'on a appelée le portefeuille automobile, toujours dans la vision plus généraliste de gérer toutes les dépenses du véhicule. Et du coup, cette application va sortir courant mai et qui aura le premier usage de payer le carburant en station-service sans avoir besoin de sortir de moyens de paiement, sans avoir besoin d'aller en boutique et en récupérant son ticket à coup sûr par email. Écoute, ça a l'air effectivement une promesse extrêmement intéressante. Comment est-ce que avec tes équipes, vous avez réussi, ou vous allez réussir? Est-ce que vous avez déjà des plans, s'ils sont secrets, on ne les dévoile pas, hein, puisque ici rien n'est secret. Mais par exemple, avoir la techno, c'est bien, mais finalement, il y a un gros challenge, c'est de trouver les clients. Et là, pour le coup, ça va être du B2B, dans un premier temps, pour arriver à trouver des commerçants, et cetera. Donc, est-ce que vous avez déjà un plan d'attaque pour arriver à recruter un maximum de commerçants qui vont adhérer à cette plateforme? Parce que tu es un peu dans une problématique de marketplace. Quand tu crées une marketplace, il faut commencer à l'alimenter, et des deux côtés, des vendeurs, des acquéreurs, et toi, tu es au milieu un petit peu en train d'essayer de faire que tout se stretch bien. Tout à fait. Effectivement, tu as totalement raison. Dans un premier temps, il nous faut sur cette marketplace des commerçants et ensuite, il nous faudra forcément des utilisateurs. Du coup, pour les commerçants, en fait, pour améliorer le go-to-market et pour améliorer notre pénétration dans le marché, en fait, on a constitué un partenariat avec un système de gestionnaire de caisse qui est déjà présent dans plus de 2000 stations de service en France. Et donc, on a interfacé nos technologies pour qu'elles soient compatibles et installables relativement facilement avec quelques évolutions liées au logiciel des systèmes de caisse, puis après de pouvoir compléter en fait des solutions qui sont déjà présentes dans le quotidien des gestionnaires de stations-service sans pour autant bouleverser leur quotidien. Et donc ça, c'était vraiment un point qu'on voulait et qu'on a appuyé dès le début et dès la création de Le Pass, c'est qu'on ne voulait pas forcément bouleverser le quotidien de ces gestionnaires de caisse à qui notre solution est destinée, mais au contraire de les accompagner dans leur quotidien pour finalement avoir plus de temps pour pour apporter de la valeur ajoutée à leurs clients, pour les servir mieux et surtout avoir des solutions complémentaires aux solutions existantes. Donc en fait, on est directement présent dans les logiciels de caisse,
sans avoir à changer d'ordinateur, sans avoir à rajouter d'iPad sur le côté pour gérer façon Deliveroo des systèmes, des commandes rentrantes ou autres. C'est totalement intégré et totalement familier avec le personnel de caisse. Alors, votre service va être lancé dans quelques jours, quelques semaines. Où sera-t-il disponible? Où peut-on le tester et dans quelle station-service? Alors, on a continué à travailler avec notre partenaire historique, Eni, qui a renouvelé sa confiance après avoir fait le POC avec nous sur le télépéage. Donc, il a écouté attentivement toute la partie application mobile qu'on lui proposait et ils sont partants pour travailler avec nous sur un réseau de 20 stations-service qui vont être réparties entre la région lyonnaise, qui est vraiment le fief de Eni, et également dans la région PACA, et aussi une station-service qui sera présente à Paris, et après quelques-unes sur les autoroutes, notamment sur la 4, la 10, et une dernière qui sera localisée en Aquitaine. Donc ça nous permet en fait de couvrir un territoire assez vaste, avec des points de concentration, notamment donc en région PACA autour de Marseille, et en région lyonnaise, avec 5 et 7 points de vente disponibles dans ces deux régions. Et donc ça permettra d'avoir une première capillarité de réseau pour proposer cette solution aux premiers utilisateurs. Ah, c'est intéressant et tu évoquais tout à l'heure effectivement que cette crise sanitaire qui est arrivée alors que vous étiez en plein développement, a été finalement l'occasion de se remettre en question, de pivoter, de trouver finalement un marché encore plus vaste que celui que vous aviez identifié au départ et c'est intéressant parce qu'effectivement quand on a des problématiques assez fortes qui viennent perturber notre business, finalement, tout peut être une source d'opportunité donc bah, déjà bravo pour ça. Et à toi et tes équipes, parce que je sais que Ariane, je sais que Gilles, voilà, qui viennent souvent aux événements France Autotech sont aussi très proches de toi. Et concernant ce nouvel outil-là, est-ce que, tu as trouvé une solution pour éviter que les, stations-service ne perdent pas de vente additionnelle? Parce qu'on sait que quand on paye son carburant, on repart avec, des chewing-gums, un croissant, un café, ce qu'on veut et que c'est une source, finalement importante de revenus. Tu arrives quand même à faciliter et fluidifier ce paiement tout en ne dégradant pas, l'opportunité que représentent ces ventes additionnelles? Effectivement, tu as totalement raison et c'est une des problématiques qu'on a remontées très tôt et que nos clients nous ont remontées. Comment continuer à attirer des clients dans la boutique pour continuer à consommer des services ou même des services annexes qui seraient présents sur la station-service? Parce que très souvent, tu as des car wash sur les stations-service, tu peux avoir également des centres d'entretien de première nécessité. Mais du coup, pour la boutique, en fait, on va attirer le client en tout cas attirer, on va lui proposer de rentrer dans la boutique avec des actions promotionnelles qui vont être personnalisables par l'enseigne. Et on travaille également sur des programmes de fidélité avec notamment du cashback qui est lui poussé par l'enseigne pétrolière vers le client. Donc vraiment, on travaille sur cet aspect de prise en charge du client dès l'entrée sur le site, au moment du ravitaillement et après, une fois qu'il a fini son ravitaillement en carburant et qu'il peut se détendre, on va l'inviter à rentrer en boutique avec des produits ciblés, avec des promotions spéciales pour lui. Et on travaillera également dans un second temps sur le paiement grâce à l'application Le Pass en boutique, un peu à la Amazon Go et tous ces services qu'on voit aujourd'hui qui facilitent le paiement en boutique d'une manière générale. Très bien, je suis pressé de découvrir ce nouveau moyen de paiement. Maxime, quel est ton parcours avant de créer le Pass? Est-ce que tu étais déjà dans le monde des startups, des grandes entreprises? Alors écoute, mon parcours est très très axé vers l'entrepreneuriat et en fait, c'est pas forcément du hasard parce que j'ai grandi et j'ai eu la chance de grandir au milieu d'entrepreneurs. Ma tante, mon oncle, mon grand-père, mon arrière-grand-père, donc ça remonte à un petit moment. Et j'étais déjà mordu de création d'entreprise depuis que j'étais petit, à tel point que quand on me disait Max, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je répondrais toujours je veux créer mon entreprise. Je savais pas trop ce que je voulais faire, je savais que ça aurait un lien avec l'automobile, sans pour autant savoir ce que c'était. Avec un peu de recul, je pense que j'avais vraiment envie de créer mon job et créer ma société et dépendre en fait de personne pour bouleverser les codes comme j'en avais envie. Et en fait, cette première rencontre avec l'entrepreneuriat est arrivée en 2012, en parallèle de mes études, où j'ai rencontré Julien, qui a été mon premier associé entrepreneur. À l'époque, c'était la folie des applications mobiles.
tout le monde voulait une application mobile. Et du coup, Julien développait les applications mobiles. Moi, je les designais et j'accompagnais le client dans la vente et dans la mise en place. Et ensemble, on a dû en développer et en vendre une dizaine pour des blogs musicaux, des restaurants, des groupes éducatifs, et notamment l'école dans laquelle on évoluait tous les deux, et quelques restaurants. Par la suite, je me suis pas vraiment arrêté parce que j'ai rejoint une aventure elle-même entrepreneuriale. Donc, c'était la création d'un blog musical qui était adossé au webzine Le Geek C'est Chic, donc qui à l'époque marchait super bien. Et donc là-dedans, ça m'a permis aussi de me confronter avec le management, avec le bénévolat, notamment parce que toutes nos équipes étaient composées de bénévoles. Et ensuite, j'ai monté plusieurs associations dans l'université, et c'est là aussi que j'ai pu rencontrer et me familiariser avec Gilles, qui est devenu d'abord un très bon ami et ensuite mon associé actuel. Et depuis cette époque, en fait, j'ai pas vraiment arrêté d'entreprendre, à tel point que en fin d'études, j'ai travaillé pour Fiat Chrysler dans le département financier. Et donc, il m'avait proposé un plan de carrière sur 5 ans pour arriver sur des postes de semi-direction, etc. Mais mon envie pour entreprendre était beaucoup trop forte. Et donc, j'ai refusé cette proposition et j'ai créé Buckle avec mon frère. Buckle, c'était ajouter vos amis dans la boucle. L'idée, c'est qu'on en avait marre de voir nos amis au restaurant avec leur téléphone ou en soirée avec leur téléphone pour vraiment des moments de partage, des moments conviviaux. Et on s'est dit, OK, on va sortir les téléphones de toutes nos soirées, on va sortir aussi la carte bleue de toutes nos soirées. Donc en fait, Buckle, ça te permettait de réserver ton restaurant, de réserver ton VTC et de t'emmener en fait et de te guider tout au long de ta soirée de façon complètement autonome. Donc en fait, tu réservais le restaurant, tout le monde consommait et ensuite tout le monde payait son addition donc de façon totalement égale. Donc on séparait l'addition entre tous et une fois que l'addition était payée, il y avait un VTC qui était commandé automatiquement, il arrivait sur le lieu, il y avait une prise en charge et ensuite t'amenait sur ta deuxième partie de soirée. Et du coup, sur cette expérience, on s'est pris une grande claque quand on a commencé à se confronter au marché des restaurateurs, qui est un marché très traditionnel et qui à l'époque était déjà bien occupé par la fourchette. Et en fait, on a eu aucun market fit, mais vraiment aucun. Et donc l'aventure s'est arrêtée au bout de 6 ou 8 mois, mais ça a été très très formateur pour la suite. Et petite anecdote assez rigolote justement sur Buckle, qui initialement s'appelait Square. On avait déposé donc auprès de l'INPI, et ça c'est très important de déposer sa marque auprès de l'INPI. Donc on avait déposé Square App et on s'était pris un rappel à l'ordre de la part de Square, l'entreprise de monétique américaine, qui nous avait dit non les cocos, ça vous pouvez pas l'utiliser, c'est déjà pris. Du coup c'était 2 belles claques par rapport à cette entreprise et ce projet, mais ça a été très très formateur. Square, je crois, qui a été créé par le fondateur de Twitter, hein, si je me trompe pas. Tout à fait, Jack Dorsey. Mais effectivement, ouais, déposer vos marques à l'INPI, c'est important. Et là, je vois comme tu parles encore avec passion de ce projet-là. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que l'entrepreneuriat, c'est un sport, que c'est pas la première boîte qui va vous faire réaliser vos rêves. Souvent, c'est la deuxième, troisième, quatrième boîte. Donc, c'est normal de planter les premières boîtes. C'est là où on apprend. Et notamment, c'est sa fameuse phrase qui dit que the best teacher is your last mistake. Okay, donc en entrepreneuriat, il faut faire, défaire, refaire, et c'est comme ça qu'on grandit. Alors tout à l'heure, tu as parlé de Amazon Go. On voit quelques images de clients qui rentrent dans un supermarché, qui prennent selon qu'ils ont besoin et qui ressortent sans passer par la caisse. En France, ça paraît totalement lunaire, mais enfin franchement, pourquoi est-ce qu'on le fait pas, quoi? Enfin, c'est quand même un pain point incroyable de devoir collecter ses courses, les vider devant une caissière, enfin une hôtesse de caisse, qu'elle les passe elle-même et après elle les recharger dans ses sacs et les remet dans sa voiture. Enfin, ça a juste pas de sens. Donc, comment est-ce que tu vois un peu l'avenir de de ta catégorie, de ton secteur? Naturellement, toi, tu apportes une solution, mais comment tu vois dans les 20 ans qui viennent la techno venir bouleverser ce paiement, ce carburant et même peut-être demain les achats qu'on va faire dans l'entertainment de sa voiture, quoi, finalement, parce que si la voiture conduit toute seule, on va visionner des films, on va acheter de la musique, on va
on va acheter de l'info et donc là, pareil, est-ce qu'on pourra payer dans la voiture? Est-ce qu'on pourra payer avec le pass peut-être? Est-ce qu'on l'achète également en ligne tout en conduisant? Ouais, tout à fait. Là, le paiement du futur, pour moi, il est vraiment lié aussi avec le véhicule du futur, donc les smart véhicules, tous les véhicules autonomes, etc., qui auront les mêmes pain points en fait que l'automobiliste aujourd'hui et qui vont rencontrer les mêmes problèmes, c'est-à-dire que au fur et à mesure du trajet, il y aura toujours des séquençages de paiement et des moments, des momentum de paiement qui seront obligés et personne ne pourra s'en affranchir. Donc en fait, nous, on se positionne aussi sur le fait qu'on va créer un réseau dès aujourd'hui qui va interagir aujourd'hui avec une application mobile, demain avec un ordinateur de bord, donc dans les véhicules connectés, ou toute autre technologie en fait qui arrivera. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, même si on fait des erreurs, on apprend toujours. On a commencé par le hardware, qui est fondamentalement la chose la plus difficile aujourd'hui par rapport au soft. Mais par contre, on a appris énormément et ça nous permet aussi de nous positionner sur justement ce véhicule autonome de deux façons. Un, avec la connaissance du hardware et deux, avec la connaissance du software. Parce que même si le télépéage est une technologie grandissante et vieillissante, c'est une technologie qui a su faire ses preuves et qui est aujourd'hui relativement infaillible sur tous les paiements routiers. Du coup, ça nous permet d'avoir ces deux approches. Mais on essaye de se positionner au maximum justement dans ces nouveaux enjeux, dans ces nouveaux défis, et je pense que les 2 prochaines années vont nous apprendre énormément sur le futur du paiement routier, et j'espère qu'on pourra apporter nos lots de connaissances pour accompagner ce mouvement et embarquer, j'espère, un maximum de startups de mobilité avec notre plateforme et qui seront liés en fait avec nos services. Après cette vision future de l'évolution de l'automobilité, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton quotidien d'entrepreneur. Quelle est la structure de Lepass? Est-ce que vous êtes une équipe de salariés, une équipe de freelance? Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est composé et comment ça fonctionne surtout? Bah écoute, on est 2 salariés, donc les 2 fondateurs et depuis le départ, alors forcément parce qu'au début, il y a pas forcément de fonds pour avoir des salariés, donc on travaille avec des freelances sur des missions temporaires et cetera et du coup, tous les freelances en fait avec qui on a travaillé depuis le début, donc qui sont avant d'être freelance, sont des entrepreneurs, on travaille encore aujourd'hui avec eux. Donc ça fait 4 ans qu'on a plus ou moins la même équipe qui est composée d'entre 6 à 10 personnes en fonction des besoins. Par exemple, pendant le confinement, c'est le moment où on a mobilisé le plus de monde. On est monté jusqu'à 15 personnes sur des missions temporaires, mais qui nous ont permis d'avancer extrêmement vite et justement assurer ce beau pivot qu'on a réalisé. Et plus récemment, on a recruté. Alors nous, on parle de recrutement parce que pour nous, c'est des membres de l'équipe et on se cache pas de présenter ces membres de l'équipe en présentant leurs qualités, sur quel projet ils travaillent en interne. Donc sur notre page LinkedIn, en fait, tout simplement, comme toutes les boîtes, les grandes boîtes présentent des salariés, bah, nous on présente les freelances avec qui on travaille. Et on est très très fiers d'avoir cette équipe parce qu'elle est évolutive, elle nous apprend énormément. Et à chaque fois qu'une personne rentre ou sort, c'est du sang neuf qui arrive dans l'entreprise avec une vision nouvelle par rapport à nos produits, par rapport à nos process. Par exemple, à l'époque, on avait l'habitude de travailler sur le Drive et de travailler avec nos équipes techniques sur des workloads sur le Drive en permanence. Et un jour, on nous a dit, mais tu devrais essayer ce logiciel, etc. Et c'est vrai que depuis, on a regardé un peu les logiciels de gestion de projet et on a sélectionné Asana, qui est un super logiciel de gestion de projet dans lequel, en fait, on va avoir différentes teams. La team marketing communication, la team technique, on va avoir la team produit, on va avoir la team commerce et la team SAV, et dans lesquelles, en fait, on va pouvoir s'assigner des tâches en fonction des besoins, en fonction des définitions des besoins qu'on fait en début de chaque semaine. Donc, en fait, on reproduit aussi les méthodologies qu'on appelle agiles, tout ce qui est Scrum, etc., et qui permettent aussi, qui ont permis le développement de ces outils de gestion de projet. Et donc, ça permet à chacun de voir en temps réel où en est chaque équipe par rapport à ses projets et de s'ajuster. Et ça permet aussi une certaine collaboration entre les équipes quand il y a des besoins, de permettre de pinguer très rapidement une personne pour lui dire, voilà, j'ai besoin de cet asset pour demain, pour avancer sur mon projet. Et du coup, il y a énormément d'émulation grâce à ce logiciel. Parfois, il y en a même trop. On a des notifications qui arrivent dans tous les sens de toutes les équipes, mais à la fin de la journée, on arrive toujours à gérer. C'est vrai que maintenant les boîtes fonctionnent en réseau.
que les collaborateurs mettent à disposition les compétences sur un moment donné à des boîtes données et que tout ça c'est facilité, enfin amplifié par le télétravail et par la crise sanitaire, mais surtout, facilité par, ces outils que tu viens d'évoquer. Là, tu viens d'évoquer Asana, mais une boîte comme Malte, tu peux effectivement trouver la bonne compétence sur un moment donné. Ça apporte une souplesse, finalement, je pense que demain, ce travail en réseau ne fera que évoluer et prendra le pas, je pense, sur la notion de CDI, quoi. Il faudra que les banques, si on veut faire des emprunts immobiliers, s'adaptent un peu à ce nouveau monde, ce qui est pas simple pour elles, mais il va falloir qu'elles le fassent. Et Maxime, si tu peux nous résumer aussi, ce que tu cherches, ce que vous cherchez avec votre équipe. Vous cherchez des investisseurs, vous cherchez des boîtes, des collaborateurs, des partenaires, voilà. Qu'est-ce que vous cherchez? Comment est-ce que aujourd'hui, si tu devais faire un appel, comment est-ce que ce podcast pourrait t'aider? Eh ben, écoute, c'est très simple. Même si on a beaucoup de freelance, même si on aime beaucoup travailler des freelances, on a quand même besoin de temps en temps d'internaliser certaines compétences. Et aujourd'hui, on cherche un CTO pour nous rejoindre dans l'aventure et pour vraiment diffuser notre passion du technique, même si on n'est pas technique pour dessous, à cette personne et lui donner toutes ses responsabilités pour qu'on puisse évoluer avec des vraies compétences en interne. Mais également, on cherche de nouveaux partenaires pour ouvrir des nouvelles verticales de paiement, notamment sur l'entretien automobile, sur toute la partie car wash, etc. Et enfin, effectivement, on cherche des investisseurs dans le cadre d'une levée de fonds qu'on réalise cette année pour nous accompagner dans la croissance et dans le déploiement des solutions Le Pass dans les stations-service françaises. Donc, beaucoup de recherches, des investisseurs, un CTO, on a compris que c'était quand même très important, et puis des partenaires, effectivement, pour élargir l'offre. Très bien, Romain, un petit mot pour conclure cet échange et cet entretien. Écoute, moi, je suis toujours euh, très émerveillé par ceux qui créent des boîtes, qui prennent des risques et qui sont extrêmement méritants, d'autant plus sur des sujets liés à l'automobile, liés au paiement, qui sont des sujets complexes, à la fois juridiques, à la fois fonctionnels, aussi dans les usages. Tu peux te retrouver confronté, là, voilà, tu parlais d'Eni, tu parlais de Sanef, mais voilà, c'est que des grosses boîtes, quoi. Donc déjà, bravo pour avoir réussi à faire ce POC avec eux. Et voilà, moi, je suis toujours très à la fois émerveillé et bienveillant vis-à-vis de ces entrepreneurs-là, parce qu'il faut beaucoup de mérite aujourd'hui pour se lancer et a fortiori dans cette crise sanitaire où il faut savoir se retourner, savoir pivoter, savoir s'entourer, créer un noyau aussi au sein de la team. Donc voilà, bah écoute, non, non, bravo pour ça et moi je souhaite pleine réussite à Le Pass et plus on pourra parler de vous et plus on le fera. Voilà, cher Didier, donc si Maxime, tu as des choses que tu veux évoquer ou on t'a pas questionné dessus, voilà, feel free quoi. Tu as une tribune libre, camarade. Bah, écoute, je voudrais vraiment réagir sur tes derniers mots et notamment sur la création du noyau. Le Pass, nous, on est assez récent chez Autotech, hein. On vous a rejoint en décembre ou en janvier 2021, mais on a déjà discuté avec au moins 10 startups de France Autotech avec qui potentiellement on a des synergies. Et c'est vrai que à moi de vous rendre les louanges à tous les deux et à votre équipe. Ce que vous faites pour l'automobilité française, c'est top. On adore venir aux différents événements que vous organisez malgré le confinement, malgré le télétravail, etc. On adore participer à vos événements et vraiment de rencontrer toutes ces boîtes qui rencontrent des problèmes relativement similaires aux nôtres. Ça nous permet aussi de sortir de notre coquille et de permettre d'échanger avec différentes personnes et d'avoir surtout des visions complètement différentes, d'aborder le même problème et d'échanger justement sur tous ces points. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, merci beaucoup à vous deux et à Ah, votre équipe. cette notion de réseau est une notion extrêmement importante, que ce soit pour des collaborateurs ou les startups entre elles, en fait, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des ateliers best practice où les startups membres de France Autotech partagent avec les autres startups les problématiques transverses auxquelles elles sont confrontées et qu'elles ont pu hacker et, euh, et, et, euh, et performer. Donc voilà, ça fait vraiment partie de cette progression, de cet écosystème global. Donc merci pour ton retour, Maxime. Merci Didier. Et puis écoute,
longue vie à Lepass et encore bravo à toi et à toute ton équipe et puis à très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux et on souhaite à tout le monde une très bonne route avec Lepass et France Autotech. Au revoir à tous et à bientôt pour un prochain podcast. Merci.